Les mains dans la pop. Ok, Les mains dans la pop. c'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour, c'est Audrey et en face de moi il y a Kumbis. actu, tendance et décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et déteste en secret. Vous pouvez lâcher les réseaux. On scrolle pour vous. Bonjour mes petits soleils, bienvenue dans ce 26e épisode déjà. Merci d'être aussi fidèles et de nous suivre chaque semaine. Kumbis, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, ils ont juste fermé la porte de Saint-Ouen. Donc on a dû marcher 15 minutes sans nous prévenir, voilà. Je comprends, moi j'ai opté pour la marche et du coup je suis en sueur. Il fait chaud, c'est la fin de mes règles, j'ai trouvé 5 € par terre. Waouh. Ouais, je reviens d'un long week-end entre potes, donc j'ai l'impression que toutes les planètes sont alignées. Et justement, en parlant d'amitié et de potes, c'est notre sujet de la semaine, en particulier l'amitié entre femmes, parce que bon, on s'est farci assez de romans à l'eau de rose, de films un peu romantiques qui glorifient les relations, surtout des relations hétérocentrées et passionnelles. Pour moi, passionnel, c'est un autre mot pour dire toxique. Donc, avec Kumbis, aujourd'hui, on va parler notamment d'amitié, de relations platoniques et de la réconciliation entre Kylie et Jordyn. Et donc, comme je disais, de l'amour platonique et de tous les clichés qui l'entourent. On va aussi parler de Summer Love, parce que bon, l'amour amoureux, c'est quand même croustillant. Et puis, ça fait un peu moins rêver, mais on va aussi parler de Benjamin Mendy et de la grève des artistes. Et tout de suite, on va commencer par les lauriers et les bonnets d'âne de la semaine. Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Alors dis-moi Audrey, on commence par quoi? La win ou la lose? On va commencer par la lose. Ok, comme toujours. Le négatif d'abord. Bon, c'est pas forcément du négatif envers la personne en elle-même, je m'explique. Je vais parler du discours qui encense un petit peu le couple de Jane Birkin et de Gainsbourg. Depuis la mort en fait de l'actrice et chanteuse le 16 juillet 2023 dernier du coup. Donc paix à son âme, mais je trouve que les réseaux sociaux et tous les médias, c'est bourré de posts et de sujets qui romantisent vachement le couple Birkin-Gainsbourg. Je suis d'accord. Alors que c'était une relation assez toxique en fait. Et les médias titrent un petit peu couple iconique, couple vraiment incontournable, romantisme, etc. Ils font d'elle seulement la muse de Gainsbourg. Ouais, exactement. Même après sa mort, on l'associe toujours à Serge Gainsbourg. C'est vraiment pas une personne à part entière, c'est l'ex de Gainsbourg. Donc ça aussi, c'est une loose pour moi. Mais aussi, voilà, comme je le disais, le fait de glorifier ce couple à tout prix, alors que à plusieurs reprises, même Jane Birkin en fait avait parlé des violences subies au sein du couple. Et je me rappelle d'une émission sur France Inter avec Léa Salamé où elle avait reçu la chanteuse et elle qualifiait la relation de passion foudroyante, parfait mélange entre corps et cœur. Et en fait après elle avait évoqué une scène de violence en particulier en disant en parlant de Gainsbourg, il vous en met une, même deux, même trois, en parlant de baffes assénées à Jane Birkin. Et ce à quoi Jane Birkin avait répondu, moi j'ai écrasé ma cigarette sur lui aussi, allumé, donc j'en ai fait autant. Donc tu vois qu'elle essaie de dire non mais en fait moi aussi je l'ai frappé, moi aussi c'était une violence équitable, alors que pour moi c'est de l'autodéfense. Enfin ça montre bien un peu peut-être l'emprise que Serge Gainsbourg avait sur elle. Oui. Et puis je suis tombée aussi sur des posts qui parlaient de l'inceste en fait avec sa fille Charlotte, donc de l'inceste de Serge Gainsbourg avec sa fille. Il y avait une chanson notamment qui s'appelait Lemon Incest où Serge Gainsbourg faisait chanter à sa fille toute petite fille qui était vraiment mineure, tous ses fantasmes un peu pédocriminels et incestueux. Et il y avait eu aussi un baiser volé, un baiser forcé de Serge sur sa fille à la télévision au César en 86. Et tout ça a été un peu voire même encouragé par tout le monde, et tu es encouragé aussi par Jane Birkin, qui à plusieurs reprises a un peu excusé ses comportements dans les médias. Par exemple dans l'émission Serge, si tu nous regardes en 2001, Jane Birkin avait dit à propos du film sur l'inceste dans lequel jouait sa fille Charlotte et son ex Serge, j'ai trouvé ça magnifique, Serge était tellement complexé là-dessus que jamais ça ne me semblait choquant. Donc, je trouve ça un peu chaud. Ouais.
Voilà. Donc tout ça pour dire que là n'est pas la question de cracher sur les défunts, mais je pense qu'il faut arrêter d'idéaliser en fait les défunts et d'idéaliser aussi les couples et les dynamiques problématiques, toxiques et dangereuses, quoi. Voilà. Mais là, c'est encore une fois le truc très français de séparer l'homme de l'artiste. Exactement. Que je trouve vraiment très nul et problématique. Ouais, grave. Mais moi, j'ai un truc un peu plus joyeux. Pas joyeux, mais un peu impressionnant. Alors, ma winneuse de la semaine s'appelle Angelina Wiley. Et si ce nom ne vous dit rien, c'est que peut-être vous n'êtes pas dans la bonne partie de TikTok parce que les utilisateurs qui sont accros aux vidéos virales n'avaient que ce nom-là à la bouche. Je t'explique. Moi, je suis accro, mais j'ai jamais vu. C'est vrai? Alors, je t'explique. On est à Kansas City, dans le Missouri, le 1er janvier 2023. Et Angela, qui s'appelle Nina, en fait, sur les réseaux, se fait tirer 4 fois dessus pendant qu'elle attend son taxi. Wow, Et donc, elle fait une vidéo où elle explique et elle dit en fait, au Nouvel An, je me suis fait tirer 4 fois dessus et en dessous de ma robe, je portais un body gainant Skims, donc la marque de Kim Kardashian. Et c'était tellement serré qu'il m'a empêché de me vider de mon sang. D'abord, je me dis, est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est une très mauvaise pub déguisée? Mais non, parce qu'elle nous filme son séjour à l'hôpital, elle nous filme sa guérison, tout ça. Et elle dit clairement en fait que les gens parlent de destin ou de Jésus, mais elle parle de Kim. Donc en fait, elle dit qu'elle appelle tout le monde à acheter des gaines de Skims, tu sais, la marque de vêtements qui avait fait un peu polémique parce qu'au début, elle s'appelait Kimono. Et donc, même le maire de Kyoto, au Japon, a envoyé un message, genre un truc officiel à Kim en disant kimono, c'est un truc très culturel chez nous, le nom va pas aller. Donc, elle a échangé en Skims. Les Kardashians et l'appropriation culturelle. Ouais, il y a beaucoup de trucs à dire sur ça. Et du coup, elle a dit qu'elle, au lieu de dire ça, que c'était le destin ou Jésus, c'était vraiment Kim qui lui a sauvé la vie. Nouvelle religion. Et elle appelle tout le monde à acheter des gaines parce qu'elle trouve que c'est vraiment des armures pour les femmes. Et bien sûr, Kim a profité de ça pour le remettre en story et de se faire un peu de pub. Donc voilà. Ok, j'avais pas entendu parler de cette histoire, c'est marrant. Je vais enchaîner avec une win un petit peu aussi. Pour moi, les winners de la semaine, c'est les artistes et les acteurs-actrices en grève. Alors, elles sont en grève pour des raisons différentes, mais vive la grève de manière générale. Il y a d'abord la grève des artistes en France qui a eu lieu le 15 juillet dernier en soutien aux familles des victimes de violences policières. En fait, il y a plusieurs artistes. Alors, il y a les artistes plasticiens et il y a aussi les artistes du monde de la musique, du monde de la nuit, les DJ, les musiciens, musiciennes, en fait, qui ont reversé leur cachet en soutien aux familles des victimes de violences policières. Et donc, il y a eu un communiqué que plusieurs artistes ont reposté sur leur compte qui disait « Dans la lignée de l'appel à la grève du 15 juillet par des travailleurs et travailleuses de l'art, nous, musiciens, musiciennes indépendantes, appelons à notre tour une action coup de poing de grève générale des musiciens, musiciennes. Nous appelons tous les artistes de la musique à annuler leur date de concert ce 15 juillet pour laisser place à un événement de soutien aux familles des victimes de violences policières ou à maintenir leur concert, mais à reverser leur cachet en soutien aux familles des victimes de violences policières. » Alors, je trouve ça cool, mais je trouve ça dommage que ce soit les plus précaires, parce que les artistes ne roulent pas sur l'or pour la plupart, qui doivent se mobiliser pour récolter de la thune pour les victimes de violences policières. Mais je trouve ça quand même cool que le monde de l'art se positionne enfin, parce que jusqu'ici, c'était plutôt un silence de mort dans le monde de l'art, alors que c'est les premiers à exploiter les personnes racisées, parce que nos récits, nos vécus, nos influences sont à la mode. Mais quand on nous tue, bizarrement, il n'y a plus personne et on n'entend plus rien. Donc je trouve ça cool. Et ensuite, à côté de ça, il y a aussi la grève des acteurs, actrices et scénaristes d'Hollywood. Je sais pas si tu as vu ça. Oui, bien sûr que oui, le SAG. Exactement. En fait, moi au début, je me disais on s'en fout, c'est des privilégiés, rien à faire. Mais pas du je dirais après mais en fait pas du tout. En fait, c'est un mouvement plus large et qui est lié surtout en fait à la façon dont les géants du streaming comme par exemple Netflix, Disney+, Amazon, en fait, ils ont complètement changé l'industrie du divertissement, du film, de la série. Et donc comme tu le disais, il y a la SAG, donc c'est la Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, qui ont voté pour rejoindre la Writers Guild of America, donc WGA, qui a mené une grève en fait d'une semaine contre les grands studios de réalisation, etc. Et en fait, elles disent qu'à l'ère du streaming, ça fait diminuer en fait vraiment drastiquement pour le coup les salaires des acteurs, actrices, des scénaristes et surtout les revenus liés à ce qu'on appelle les residuals. En fait, les residuals, c'est comme des royalties. En fait, c'est des compensations financières qui sont versées, par exemple, s'il y a une série dans laquelle tu as joué qui est rediffusée ou qui sort en DVD, etc., tu touches un truc. Et en fait, avec le streaming, tu touches presque rien. Et moi, j'avais vu sur TikTok une actrice
l'actrice de Orange is the New Black qui montrait justement ses residuals, donc ses royalties, et genre elle montre une liste énorme de rediffusion, genre ça fait des pages et des pages, et en fait elle gagne que $27. Ouais, j'ai vu. Donc voilà, donc en fait les acteurs actrices pour la plupart, à part ceux qui sont vraiment énormes, vraiment la grosse majorité ils récoltent que quelques dollars, quelques centimes quoi. Ouais. Et du coup il y avait un acteur que toi les acteurs que tu sais où ils ont joué mais tu connais pas leur nom, mais en fait il a fait un TikTok en disant en fait que 99% des acteurs ne sont pas des A-list actors, donc en fait souvent ils ont 2-3 jobs à côté. Et lui, il a dit qu'il jouait dans des très grandes séries, c'était souvent genre le guest star ou tout ça, mais pour pouvoir vivre, il faisait des trucs à côté. Ouais. Et donc, il disait, nous, quand on manifeste, parce qu'en fait, la plupart des gens sont précaires, en fait. Parce que nous, on voit par exemple Jason Statham, si c'est ça, qu'eux, ils sont riches, ils gagnent des millions, mais eux, ils ont dit, parfois, ils gagnent que 2 000 € par épisode, et tu sais comment ils sont taxés là-bas, tu vois. Ils ont dit que souvent, ils n'ont même pas accès au à l'assurance de santé et tout ça, tu vois. Comme ils vont de chèque en chèque, ils n'ont pas de revenus fixes, ils sont pas solvables. Ouais. C'est vraiment choquant. Ouais, et puis j'ai vu du coup cette actrice de Orange is the New Black qui disait que c'est assez étrange parce que elle est reconnue dans la rue à tel point que vraiment elle peut même pas sortir de chez elle, et en même temps, comme la plupart des actrices de cette série-là qui est sortie sur Netflix et qui a vraiment participé au succès de Netflix, au tout début de Netflix, tout le monde était très connu, les actrices, etc. Mais pareil, elles devaient avoir 2-3 boulots à côté parce que c'était pas suffisant. Même si elles avaient eu une avance, c'était vraiment dérisoire. Et donc c'est hyper particulier quoi. T'es célèbre et puis les gens, en fait, tu fais des tapis rouges avec des robes de créateurs, créatrices que t'as louées, et en fait juste tu peines à finir tes fins de mois. Dingue. Donc voilà, donc soutien. Et puis soutien aussi à tous les autres travailleurs, travailleuses précaires. Est-ce que toi tu as un loser? J'en ai plusieurs. Moi, mes losers de la semaine, ce sont tous les footballeurs qui ont félicité Benjamin Mendy. Donc, en fait, il y a quelques jours, les jurys de la cour de Chester en Angleterre ont acquitté à l'unanimité le footballeur. Et pour rappel, il a été jugé non coupable de viol et de tentative de viol. Il a déjà eu un premier procès qui a eu lieu il y a un peu plus longtemps. Et par contre, il restait 2 accusations datant de 2018 et 2020. Et le jury n'avait pas parvenu à un verdict, donc ils ont refait le procès. Et là, il a été acquitté. Là, c'est fait. Encore une fois, c'est la justice qui parle. Classique. Mais moi, ce qui m'a plus choqué, c'est l'avalanche de soutien que Benjamin Mendy a reçu de la part et des rappeurs et des footballeurs, en sachant que eux, ils sont très frileux de prendre la parole quand il s'agit de racisme qu'ils vivent au quotidien dans leur métier, ou alors de violence policière, ou même d'injustice sociale. Et là, je pense que en fait, le fait qu'ils en parlent comme ça et qu'ils disent comme Pogba directement, il l'a appelé en FaceTime, je sais pas si t'as vu, il a dit bravo mon frère, tu vois, et donc moi je pense qu'il ne faut pas applaudir un homme qui a été acquitté. C'est pas parce qu'il est acquitté qu'il est innocent. Ça, je voulais vraiment dire, parce qu'en fait, souvent, il n'y a pas assez de preuves pour accuser et juger un violeur, parce qu'en soi, il n'y a pas assez de preuves. Souvent, les femmes ne vont pas directement à l'hôpital. Souvent, elles n'ont pas des preuves qui sont considérées comme tangibles et irrévocables. Mais ça ne veut pas dire qu'il est non coupable. Et le fait que tout le monde le soutienne directement, et là, je sais pas si tu as vu, mais ce matin, il a signé dans un club déjà à Lorient. Pour moi, ça vraiment, c'est sa banalisation du laxisme judiciaire, en fait. Encore une fois, ça remet en cause toutes les autres victimes qui ont parlé. Et donc voilà, moi, c'est un peu des losers. Je pense que quand il se passe ça, il faut juste se taire et accepter, mais applaudir un mec qui a été jugé non coupable alors qu'il a quand même plusieurs filles qui ont porté plainte, je pense que c'est un peu... c'est très nul, là. Ouais, l'impunité totale, comme d'habitude. Bon, merci en tout cas. Merci à toi. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Alors cette semaine, dans cet épisode, on va vous parler de relations, d'amour aussi, mais pas de celui qui déchaîne les passions, qui fait écrire des chansons, qui inspire vraiment les plus grands canards de la Terre. On va vous parler d'amitié, de best friend, de BFF. Parce que oui, écouter les déboires amoureux de votre pote à 3h du matin, passer des heures à refaire le monde avec vos potes affalés dans un lit, et puis même s'envoyer des mèmes douteux, c'est aussi une forme d'amour. Mais c'est une forme d'amour, je trouve, qui n'est pas assez valorisée. Alors, on va le voir, l'amitié, ça n'a rien, en fait, à envier à l'amour amoureux. On va aussi parler de rupture, et particulièrement de la rupture amicale de 2 célébrités. Quelles sont-elles, Combis? Kylie Jenner et Jordyn Woods. On était dimanche 16
16 juillet. Il était 2h30 du matin. Je venais de faire un biberon à mon fils et je me balade sur Twitter. Et comme le soir sur Twitter, il y a toujours plus ou moins les mêmes TT, donc les top tendances. Il y a toujours un truc complotiste, un truc raciste, un truc genre saccage de Paris qui insulte Anne Hidalgo. Ouais. Et là, je vois qu'il y a Kylie et Jordyn en TT. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? What's the tea? What's the tea? Et là, je te jure que j'ai appelé ma soeur pour crier, silencieusement quand mon fils dormait. Et je lui ai dit, t'as pas vu la photo? En fait, Kylie Jenner et Jordyn Woods ont été vus genre le soir même à LA sortant d'un resto et elles souriaient. Et bien sûr, en fait, les gens comprennent pas l'ampleur. Moi, je vous expliquais pourquoi c'est aussi important. Exactement. Donc, faut savoir que Kylie Jenner fait partie des Kardashian Jenner, et les sœurs Kardashian sont arrivées sur nos écrans en 2010, fin 2010-2008. Et en fait, elles sont arrivées très, très, très doucement, très low-key, en fait. Au début, on les regardait parce qu'elles étaient un peu intéressantes. Elles avaient un beau-père qui était une ex-star une ex-star olympique. Elle avait fait Kim une sextape. Elle était aussi une des meilleures amies de Paris Hilton. Donc, on a commencé à les suivre pour ça. Et après, on a vu qu'elles étaient en fait très naturelles. Et souvent, la télé-réalité avant, c'était plus des jeux, genre, tu vois, de real world, genre, tu vois, ou alors les gens qui allaient dans les champs pour survivre, tout ça. Et elles n'avaient rien raconté à part leur embrouille familiale. Donc moi, c'est ça que je commençais à aimer. Ouais, leur richesse. Au début, c'est pas si riche que ça. Hein. Quand même. Non, mais non, oui, elles étaient riches, mais pas leur riches. Père est riche. Leur père est riche, mais quand on voyait, franchement, on voyait pas comme maintenant, quand on achète des diamants, quand elles ont des grilles, tu vois. Je pense qu'elles étaient riches, maintenant elles sont milliardaires. Ouais, voilà, on va pas les plaindre. C'est ça, elles étaient riches, mais genre, tu vois, elles avaient des Range Rover, parce que tout le monde a des Range Rover là-bas, et des Jeeps, et maintenant, genre, tu vois, elles ont des Bugatti et tout, tu vois, donc franchement, certes, on voyait beaucoup moins leur richesse avant que maintenant, tu vois. Et moi, je les ai vraiment suivies parce qu'en fait, elles se disputaient avec leurs sœurs. Et c'est vraiment, je sais pas si t'as des sœurs et frères. Non. Mais voilà, quand t'as une famille nombreuse, c'est impossible que tu t'entendes tout le temps avec toutes tes sœurs au même moment. Donc là, je vais vous expliquer un peu qui est qui. Juste les femmes, parce qu'il y a aussi des frères, mais ils sont un peu nuls, j'avoue. Donc il y a Kourtney, qui est l'aînée, qui était très proche de Chloé avant. Et elles sont éloignées depuis que Kourtney a vu un psy. Donc elle a commencé à mettre des mots sur ses mots. Et elle a su que beaucoup de ces des mots sur ces mots MAX. Différents champs lexicaux du coup. Et en fait, elle s'est rendue compte en allant chez le psy que beaucoup de ses traumas sont liés à sa famille. Du coup, elle a commencé à dire non, elle a commencé à parler, à dire que ça te dérangeait. Et quand tu mets les gens devant le fait accompli, ça peut créer des tensions. Donc, il y a d'abord Kourtney, l'aînée. Il y a Kimberly, que tout le monde connaît. C'est la star de la famille, celle qui avait croqué un peu tout le monde. Elle était trop focus sur l'oseille au début pour être proche de sa famille, donc elle était un peu éloignée. Et avec le temps, elle a commencé à se rapprocher de Chloé. D'ailleurs, Chloé, c'est la dernière des filles Kardashian, parce que les autres, c'est les Jenner. Et elle, c'est la plus extravertie, la plus rigolote, tout ça. Et en fait, c'est aussi celle qui a été le plus critiquée de son physique, parce que, alors que désolé, elle n'a jamais été grosse, mais les gens l'appelaient la grosse Kardashian. Puis, ils disaient pas aussi que c'était pas... Oui, parce qu'en fait, elle a des traits, disons, plus gros que ceux de ses sœurs. Et donc, tout le monde, il y a toujours eu une rumeur comme quoi c'était pas la fille de Kris Jenner et de Robert Kardashian, que c'était peut-être la fille de O.J. Simpson. Ouais. Comme Kris Jenner était la meilleure amie de l'ex-femme de O.J. Simpson, qui l'a peut-être tué, on ne sait pas, il a été acquitté, mais on ne sait jamais. De toute façon, les hommes acquittés, on connaît. Oui, on les connaît. Donc, du coup, elle, c'est celle qui a vraiment eu le plus de critiques sur elle. Et c'est aussi celle que tout le monde prend un peu pour la maman, parce qu'elle est très câline et elle s'occupe très bien de ses sœurs et de ses neveux. Et puis il y a Kendall, qui est la première fille Jenner. Elle est très centrée sur ses sentiments. Elle me pense un peu à toi. Ouais. Pardon. Ouais. Je le prends comme une insulte. Non, mais non, sur le fait qu'elle est très aware de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle, toi. Genre, tu vois, elle parle beaucoup. Je la trouve insipide. Inutile. Non, mais pas ce côté-là. Oui, elle est tout ça. Elle est tout ça. Elle est ennuyeuse. Non! Je parle plus du fait que c'est une des seules qui a commencé à parler d'anxiété, de sentimental, tu vois. Okay. De ce côté-là. Elle est trop chiante, mais sur le côté très genre, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait pas trop attention à mes sentiments. Et toi, ça se voit que t'es très quelqu'un qui, tu vois, centré sur. Bon, rattrape-toi. Voilà, ça va, on y est. Donc voilà, c'est vraiment la plus ennuyeuse et trop chiante. Mais qui est aussi celle qui a pas peur de dire ce qu'elle ressent.
Tu vois, et voilà. C'est bien, tu t'es bien ça te rattrapée. va très très bien. Merci. Et puis là, on arrive à Kylie, qui est la deuxième des Kardashian et qui est la plus riche. Voilà. Elle est très proche de Chloé depuis qu'elle est petite, mais elle n'est pas trop proche de ses autres sœurs. Franchement, elle les voit comme ça, mais elle, Kylie, depuis qu'elle est petite, a toujours eu son clan. Elle vit d'ailleurs avec ses amis sont comme sa famille. Elle a même dit dans un épisode de sa télé-réalité qui s'appelle Life of Kylie que si Kendall n'avait pas été sa sœur, elles n'auraient pas été amies. Je savais Parce pas que- qu'elle avait une télé-réalité. Voilà, une télé-réalité genre en 2017 où on la suivait Ok. un peu. Je crois qu'il y a eu 5 épisodes et puis il n'y a plus jamais eu de saison. Mais oui, justement parce qu'elle, elle voulait pas filmer avec ses sœurs. Donc il y avait elle, il y avait Jordyn dans sa télé-réalité. Et elle a dit en fait qu'elle se sent trop éloignée de ses sœurs, tu vois. Et du coup, comme je disais, Kylie, la famille qu'elle a choisie, c'est ses copines. Et dont sa meilleure amie depuis qu'elle est petite, c'est Jordyn Woods. Donc Jordyn Woods, en fait, elle l'a connue via Jaden Smith, qui est l'ex de Kylie Jenner. Ok. Et en fait, c'est hyper compliqué à comprendre, mais en fait, le papa de Jordyn travaillait sur le Prince de Bel-Air. Prince de Bel-Air, donc du coup, était proche de Will Smith. Et Will Smith est un peu comme le parrain de Jordyn Woods. Ok. Ouais, donc c'est comme ça qu'elles sont connues. Et depuis qu'elles sont petites, elles sont pas lâchées en fait. Donc elles ont voyagé ensemble, elles ont travaillé ensemble, elles vivent ensemble, ou jusqu'au point même où Jordyn a reconnu que sa relation très intense avec Kylie l'empêchait de créer une vraie relation amoureuse. Parce que la relation avec Kylie prenait tout son temps en fait. Donc voilà. Donc là, on a un peu posé le décor et maintenant on parle un peu des complications et de pourquoi elles sont disputées et pourquoi elles ont dû se réconcilier. Et je te rappelle que j'ai dit que Kylie et Chloé étaient très proches. Donc voilà. Je me Là, c'est souviens. très important parce qu'il faut savoir que Chloé Kardashian n'a pas eu beaucoup de chance en amour. Elle a eu des longues relations qui étaient très toxiques, dont son mariage avec Lamar Odom. Ils sont mariés, il a trompé plusieurs fois, puis il a fait une overdose. Il était comment on appelle, rehab. Après, il a commencé à se guérir, tout ça, et elle a soutenu tout ça. Et quand elle est tombée sur Tristan Thompson, donc son baby daddy de ses 2 enfants, tout le monde a dit enfin quelqu'un qui la mérite en fait. En fait, elle a tellement tombé sur des mecs problématiques et un peu lame. Quand il est venu, il faisait tout pour elle, il lui offrait des cadeaux, il lui a dit viens on déménage à Cleveland, il passait son temps à appeler Kris Jenner en FaceTime, tu vois. Tout le monde s'est dit waouh, elle a enfin trouvé son âme sœur, jusqu'à ce que commencent les tromperies à répétition. La première tromperie, c'était quand elle était enceinte de sa première fille. Elle était presque sur le point d'accoucher et là, on voit une vidéo de Tristan embrassant 2 filles. Et donc là, tout le monde se demande est-ce qu'elle va le quitter. En plus, c'est difficile de vivre, je pense, la tromperie. Sous le feu des projecteurs. Projecteurs. Donc tout le monde s'est dit non, elle va le quitter. La meuf enceinte de 9 mois, elle est avec lui. Et elle a dit qu'elle allait prendre le temps pour réfléchir. Finalement, il a pardonné. Il a encore trompé, il a pardonné, elle a trompé, comme ça. Ainsi de suite. Ouais, ainsi de suite. Mais elle a toujours pardonné jusqu'au moment où un jour, pendant un épisode, donc nous on l'a vu ça. En fait, nous on l'a vu en vrai, mais l'histoire on l'a su dans la série, tu vois. Donc en fait, un jour, à un moment, on est sur Twitter, il y a 4 ans, et on apprend, et il y a des tweets qui sortent de Kylie qui sort, et des articles. On apprend quoi en fait que Jordyn, la meilleure amie de Kylie, qui est la sœur de Chloé, a passé la soirée avec Tristan Thompson. Et en fait, c'était des soirées hollywoodiennes où chacun doit remettre son téléphone à l'entrée et personne ne fait des photos. Il y a comme eu, à ce qui paraît, il y avait des gens qui travaillaient dans les tabloïds qui étaient à cette soirée et ils ont vu Jordyn et Tristan très proches. Et à ce qui paraît, Tristan et Jordyn se seraient embrassés à la fin. Oh, ouais. okay. Et donc, c'est une copine de Courtney qui appelle Kim pour lui expliquer tout ça. Donc, les filles appellent Chloé et elles les appellent Jordyn pour demander si c'est vrai. Jordyn n'avoue pas au début et à la fin, elle insiste. Elle dit oui, en fait, il m'a embrassé par surprise à la fin et j'étais stressée, je savais pas quoi dire. Okay. Et donc là, ça a commencé tous les articles, Page Six, TMZ sortent des trucs. Et les gens voulaient juste avoir le croustillant jusqu'à ce que Jordyn dise non, écoute, en fait, moi, je sais pas, c'est pas ce que je voulais, en fait. Je voulais pas ça. J'étais un peu stressée, comme je comprends, en fait. C'était une fille beaucoup plus jeune, ouais, acculée. Elle était un peu alcoolisée. Toi, ton beau-frère, plus ou moins, vient te faire un bisou. Je comprends que moi, je sais pas comment j'aurais réagi, j'aurais réfléchi avant de le dire à ma sœur. T'es en mode sidération. Moi, oui, je comprends. Et du coup, Chloé, elle a commencé à dire non, mais écoute, arrête de te dédouaner. Tu es la raison de la brisure, du déchirement de ma famille. Là, tout le monde a dit écoute, meuf, ton mec te trompe depuis 30 000 ans.
Tu vois, t'as trompé avec elle a dit ton zizi qui va partout là. Faut pas accuser une fille de ça parce que en fait depuis qu'on la connaît, le mec te trompe en fait, tu vois. Et donc là, elle a commencé à dire c'est facile que comme par hasard, c'est la fille noire qui croit pas, tu vois. Et comme t'as dit, les Kardashians ont vraiment un passé, un historique de fétichisme, de négrophilie, en fait de fétichisation de l'homme noir et un peu de rejet de la femme noire. Et donc du coup là, l'histoire là entre donc du coup toutes les femmes blanches contre Jordyn qui est noire a un peu cristallisé tout ça. Les gens se sont dit là on voit leur vrai visage. Et dans tout ça, les gens n'ont pas pensé à Kylie qui était du coup la meilleure amie de Jordyn, mais aussi qu'est-ce que t'aurais fait toi? T'aurais pris À la place de qui? à la place de Kylie. Est-ce que t'aurais directement soutenu ta sœur ou t'aurais dit écoute parlons-en avec Jordyn, c'est ma sœur depuis que je suis petite, c'est ma meilleure amie, je vis avec elle, c'est la marraine de ma fille, tu vois? Ah c'est chaud comme situation. Et donc tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'elle allait faire. Après nous on a vu genre un mois plus tard l'épisode de truc où ils ont dit oui qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que parce qu'elles vivent ensemble, est-ce qu'elle va partir, est-ce que si, elle a pris le temps pour réfléchir et finalement elle s'est rangée du côté de sa sœur et on sait que ça l'a déchirée parce qu'en soi elle a dit qu'elle préférait de Jordyn que ses sœurs, en fait c'est vraiment son âme sœur. Et pendant 4 ans, elles ne sont pas parlées. Et là, elles se sont revues du coup dimanche. Okay. Et c'est pour ça que les gens sont tellement... On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'elles ont été toujours amies? Et c'est que maintenant qu'elles le montrent, tu vois, c'est ça. Et comme on sait que maintenant, ils ont une nouvelle émission sur Hulu, c'est les Kardashians, est-ce qu'on va voir la réconciliation, tout ça. Et surtout, ce qu'elle nous dit, comme tu vas dire, ça nous parle et ça nous montre vraiment l'importance que les amitiés peuvent avoir dans ta vie. Ouais, bah merci pour tout cet historique. J'ai une question pour toi. Est-ce que selon toi, une rupture amicale, ça peut faire aussi mal qu'une rupture amoureuse? Je pense que ça peut faire plus mal. Parce que je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que quand t'es amoureuse, tu sais que peut venir la trahison et peut venir les coups. Attends. Ouais, tu t'y attends. Et je sais pas comment t'es, mais moi, quand je suis amoureuse, je garde toujours un appui, tu vois. Je l'ai toujours, peut avoir une couille dans le potage, tu vois. Je l'aime, mais tu vois, j'ai mes baskets quand il faut courir, tu vois. T'es prudente, quoi. Ouais, je suis prudente. T'es pas à fond. Alors que quand c'est une amie que j'ai décidé de considérer comme ma sœur, je ferme les yeux, tu vois. Si maintenant, entre mon amie et mon mari, si maintenant ma meilleure amie me dit que mon mari a fait un truc, je vais d'abord croire ma meilleure amie, tu vois. Ok, d'accord. Tu vois, donc moi, je pense qu'être trahi par sa meilleure amie, ça peut faire plus mal que par un homme, parce que par un homme ou une femme, tu t'y attends, parce que l'amour vient avec la trahison. Tu vois ce que je veux dire? Ok, très pessimiste, mais j'adore. Ouais, pour moi, c'est ça. Ouais. Bah, après, il y a la trahison, mais il peut y avoir d'autres raisons. C'est une rupture amicale, par exemple, si je sais pas, t'as des divergences d'opinion politique, moi ça m'est déjà arrivé, des malentendus, même des violences, parce que même dans l'amitié, ça peut être très toxique. Mais tu le vivais comment, du coup, toi? C'est horrible. Je pense que t'as des attentes malgré toi différentes avec tes amis et tu te confies beaucoup à tes amis, tu t'appuies beaucoup sur eux, parfois peut-être trop. Ouais. Et du coup, quand tu perds ça, c'est horrible. Et après, parfois, ça peut être des ruptures plus douces, genre juste tu te perds de vue et ça se fait beaucoup pas dans la déchirure, mais voilà, en tout cas je pense que parfois ça peut faire plus mal même qu'une relation amoureuse. Et là t'as parlé de Kylie et de Jordyn, mais il y a plein d'autres exemples d'amitié de stars, surtout entre femmes. Il y a par exemple Oprah Winfrey et Gayle King. C'est une amitié qui dure depuis plus de 40 ans, donc c'est la présentatrice, donc Oprah Winfrey, et la journaliste Gayle King, et voilà, c'est des amis qui sont proches depuis le début de leur carrière et qui parlent beaucoup de leurs liens hyper forts. Et puis il y a aussi Taylor Swift et Selena Gomez. Donc du coup il y a la star, les deux chanteuses, donc Taylor Swift et Selena Gomez, qui sont meilleures amies depuis hyper longtemps, depuis leur adolescence, et elles se soutiennent vachement, elles se défendent aussi beaucoup. Il y a eu un drama il y a pas longtemps qui opposait donc le clan Hailey Bieber, donc la femme de Justin Bieber, et puis les Jenner, donc dont on a parlé tout à l'heure, et Selena Gomez. Il y avait une vidéo de Hailey Bieber qui était sortie et qui l'a montré en fait un peu exaspérée et faire un visage un peu de dégoût à l'évocation du nom de Taylor Swift. Oui. Et du coup, t'avais Selena Gomez qui avait commenté, je crois sur TikTok, cette vidéo-là, et en disant My best friend is the best. Enfin, tu vois qu'il y a un lien où chacune se défend, quoi. Il y a aussi Paris Hilton et Nicole Richie. C'était mes stars. Oui, je les adorais. Simple Life. Ouais, voilà. Stars. Donc elles avaient une télé-réalité au début des années 2000 qui s'appelait The Simple Life,
où voilà, on les voyait confrontés à un quotidien sans fête, sans vêtements de luxe, oh là là, horrible, en talons dans des fermes à cochons. Et c'était un peu les deux acolytes, quoi. Et elles étaient vraiment inséparables. Et en fait, elles ont fini par ne plus apparaître ensemble du jour au lendemain. On ne sait pas trop pourquoi. Mais d'ailleurs, c'est vrai, j'ai jamais compris pourquoi. J'ai un peu fouillé. Et alors, il y a Paris qui disait Nicole sait ce qu'elle a fait et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Donc, un peu vague et on dirait qu'il s'est passé un truc de ouf. Et puis, t'avais Nicole Richie qui disait juste qu'elle s'était perdue de vue, quoi. Donc, voilà. Et puis. En plus, ça, Nicole Richie, elle a une vie beaucoup plus low-key maintenant. Ouais. Et puis, leur relation, elle s'est un peu améliorée apparemment. Elle semble être plutôt en bons termes. Et en 2019, Paris a de nouveau informé en fait ses fans de leur amitié. Elle disait qu'elle se parlait toujours. C'était bien aussi fusionnel qu'avant, mais elle se parle toujours. Donc voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des amitiés fusionnelles? Tu as des amitiés, il y a des gens qui sont très possessifs en amour et qui n'aiment pas, par exemple, que leurs amis se voient en dehors d'eux. Tu vois ce que je veux dire? T'en penses quoi, toi? Il y a des amitiés, où il y a des gens qui sont jaloux. Je déteste. De toute façon, la possessivité, la jalousie, que ce soit en amitié, en amour, peu importe, je supporte pas. Les gens sont pas des objets, quoi. Et toi? Je suis d'accord. Surtout, je trouve que le but des amitiés, c'est se rencontrer les gens que t'aimes. Tu vois, et si eux ils s'aiment aussi ensemble, c'est tant mieux en fait. Et justement, tu vois, toutes ces amitiés même de stars, on en parle quand même beaucoup dans les médias, mais quand même c'est moins valorisé que l'amour amoureux et l'amour romantique. Et je voulais en parler un peu parce que pour moi l'amitié c'est tout aussi important, voire même plus. Et il y a plein de raisons pour lesquelles c'est le cas. Il y a plein de normes et plein d'attentes sociétales au final. Les relations amoureuses, l'attirance sexuelle, c'est vachement mis en avant, beaucoup plus représenté aussi que l'amitié, et c'est vraiment vu comme une forme ultime d'intimité et même d'épanouissement personnel, j'ai l'impression. Et ça, je pense que ça vient des normes traditionnelles, de toutes les attentes de la société, où on priorise en fait l'amour romantique et on a l'impression que c'est vraiment un truc central de la vie de tout le monde. Et c'est aussi le but, comme tu as dit en soi. Ouais, on a l'impression que c'est le but de ta vie, c'est d'avoir un boulot et un ou une partenaire, quoi. Et d'ailleurs, je vous conseille le livre de Talma Desta, Désirer à tout prix, qui parle justement des injonctions à la sexualité particulièrement hétérocentré, et de l'amour amoureux, alors que il existe plein d'autres formes d'amour, comme l'amour de la communauté, l'amitié et même l'amour de soi. Voilà, donc je pense que la plupart des gens suivent en fait un modèle de relation où en fait j'ai l'impression qu'ils ou elles définissent chaque personne dans leur vie comme appartenant à une seule catégorie, genre toi t'es mon ami, toi t'es mon bail, toi tu vois, et qu'il n'y a pas trop de pont qui peut exister, et que pour chaque rôle t'as des espèces de priorités, de privilèges, genre les amis ça sert à ça, l'amour ça sert à ça. C'est vachement cloisonné, je trouve, et je trouve ça un peu dommage. Et je pense que ça vient aussi des médias, des films, des émissions de télé, des poèmes, même des pièces de théâtre, des peintures, des chansons depuis toujours. J'ai l'impression que tout tourne autour des relations amoureuses. Et que c'est vachement glorifié, tu vois, l'amour romantique. Ça a l'air d'être plus important que l'amour platonique, que l'amitié. Voilà, il y a plein d'histoires romantiques qui inspirent plein d'artistes. C'est vraiment des thèmes centraux dans plein d'œuvres. Et voilà, on montre les coups de foudre, les déchirements, on montre la passion. On a l'impression que c'est associé à des émotions hyper intenses, à des drames, et que ça intéresse les gens, ça passionne, comparé à l'amitié où ça a l'air un peu moins... on montre l'amitié comme un truc un peu boring et un peu secondaire. Et je trouve ça dommage. J'ai l'impression aussi qu'on est vachement conditionné à penser, comme tu le disais tout à l'heure, à croire que l'amour romantique, le mariage, tout ça, c'est des étapes indispensables de la vie, quoi. Je sais pas si pour toi c'est le cas. Alors moi, c'est plus culturel, je pense. Tu vois, il y a aussi religieux. Mais je pense que, en fait, c'est plus pour la femme. On fait du mariage un aboutissement pour la femme, et aussi la source principale de son bonheur. Mais je pense qu'il faut d'abord être heureuse d'avoir une vie complète avant de pouvoir se lancer dans un mariage, parce que tu peux vite te perdre. Bah oui, carrément. J'ai l'impression que c'est culturel, sociétal, tout ce que tu veux, et que on fait des relations amoureuses comme si c'était la source unique et principale de bonheur. Et si t'es célibataire, t'es nulle, quoi. T'es une loseuse. Et comme tu disais, surtout pour les femmes, il y a le mythe de la vieille fille qui, genre, si t'as passé un certain âge et que t'es célibataire et que t'as pas trouvé d'homme, parce que c'est hyper hétéro, t'es considéré comme indésirable, comme si t'avais raté ta vie, quoi.
Et j'ai vu pas mal d'arguments aussi, genre un peu border, genre un argument un peu biologique, comme quoi en fait les humains ont évolué pour donner la priorité à la procréation et à la continuation de l'espèce et de leurs gènes, et que c'était pour ça en fait qu'ils étaient plus attirés par les relations amoureuses et sexuelles. Que ce serait inné du coup ? Ouais, voilà, que en gros, comme on doit se reproduire, bah du coup, c'est pour ça qu'on aime plus l'amour. Mais alors déjà, moi je trouve ça hyper hétérocentré, et j'ai l'impression aussi que les gens comprennent pas trop la profondeur de l'amitié et comment dire, le décrédibilisent un peu. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'accorde pas trop de profondeur et d'importance à l'amitié alors qu'on le fait avec l'amour. Et j'ai l'impression que les relations amoureuses et sexuelles, les gens pensent que ça implique un degré plus élevé, plus important d'intimité, que ce soit au niveau physique et émotionnel, et que du coup, voilà, on a l'impression que c'est plus profond, plus significatif que des relations platoniques, alors que c'est pas parce que on n'est pas ensemble que c'est pas profond. Et il peut y avoir aussi une dimension physique et émotionnelle en amitié. Enfin, je sais pas, les câlins, les attentions, les discussions, le soutien. Il y a des connexions émotionnelles aussi en amitié. Enfin, et j'ai l'impression qu'on donne moins de poids à cette connexion-là qu'à l'amour. Enfin, je pense que c'est même pas juste une impression, c'est vrai. C'est ça. Même rien que le fait que déjà, quand on est marié, on doit mettre souvent de côté ses amitiés et qu'elles viennent au plan secondaire, ou aussi qu'on critique souvent, en particulier les relations amicales entre femmes, comme quoi c'est pas des vraies amitiés, tu vois. J'en parlais tout à l'heure, mais grave. Mais j'ai presque envie de dire, tu sais, comme l'expression bros before hoes. Genre les potes avant quoi ? Avant les bails. Avant les bails, oui. Pour être un peu moins vulgaire. Et moi personnellement, le soutien amical m'a beaucoup apporté dans ma construction, surtout dernièrement, parce que je suis de plus en plus amie avec des personnes qui me ressemblent et qui me comprennent. Et du coup, ça fait un peu une safe place. Et ça m'apporte beaucoup de soutien moral. Et c'est un peu, comme tu le disais tout à l'heure, une famille choisie, quoi. Je sais pas, toi, quelle place à l'amitié ? Mais moi, je pense que déjà, mes premières amies, ce sont mes sœurs. Okay. Et je pense que tu te construis de manière plus saine autour d'amis ou de sœurs que d'un amour, en fait. Parce qu'un amour, tu veux plaire à l'autre, tu vois. Et quand tu plais à l'autre, t'essayes d'être la meilleure version de toi-même, mais parfois c'est une version fausse de toi-même. Alors qu'en amitié, t'es 100% toi-même, tu vois. Et je pense qu'au début, en tout cas en amour, on joue tous un rôle. Tu vois, et si dès le début tu te construis dans un rôle, est-ce que tu es vraiment toi-même, tu vois. Et je pense que les vrais amis veulent que ton bien, tu vois, alors que même ton copain ou ta copine peut être intéressé quand elle te donne des conseils, tu vois. Alors ton ami en soi, ça change rien à sa vie, elle veut juste te dire ce qu'elle pense. Voilà. Donc moi je pense que je trouve ça plus désintéressé, quoi. Ouais, je pense que l'amitié est beaucoup plus désintéressée que l'amour. Ok. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, il y a vraiment plusieurs mythes autour des amitiés, surtout entre femmes. Il y a par exemple le mythe de la rivalité entre meufs. Il y a plein d'autres mythes dont on parlera tout à l'heure, mais je vais me concentrer sur ça. Et l'amitié entre femmes, c'est d'autant moins valorisé que l'amitié de manière générale, à cause de ce mythe, donc de la rivalité. Et souvent, on a l'impression que... C'est souvent montré, tu vois, les crépages de chignons, un peu catfights en anglais. Et c'est le cliché selon lequel, en fait, les femmes, elles seraient naturellement jalouses entre elles, compétitives les unes envers les autres, envieuses. Et je pense que c'est un mythe qui a ses racines, bien sûr, dans plein de trucs, mais surtout dans un stéréotype hyper sexiste. Un stéréotype de genre, au final, où on dépeint les femmes, encore une fois, comme hyper émotives, jalouses, envieuses. En plus, jalouse par rapport à qui, tu vois. Souvent jalouse par rapport à un homme. Toujours. Il y a toujours un homme dans l'histoire. Et c'est une rivalité pour moi qui est complètement fantasmée. Mais pas toujours, parce que, en fait, dans l'histoire, c'est prouvé que les femmes ont été systématiquement opprimées et que du coup, elles se sont vues refuser l'accès à plein de trucs. Donc, par exemple, l'éducation, les ressources, les opportunités. Et du coup, ce manque d'opportunités, d'indépendance, parfois, ça peut amener les femmes à se mettre en concurrence. Après, c'est pas inné. C'est vraiment le système patriarcal qui veut que les femmes sont mises en concurrence pour accéder au final à des opportunités, à des ressources qui sont limitées pour les femmes de manière générale. Et donc, en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a tellement cette concurrence malgré nous qu'on a intégré ce cliché, on finit par y croire, quoi. C'est une forme de sexisme intégré. Mais encore une fois, il y a la concurrence entre femmes, même quand elles sont pas amies. Hein. Je sais pas si tu vois, genre les rappeurs ont tous le même nom, Lil partout, et on les compare jamais. Alors qu'il suffit qu'il y ait deux rappeuses pour qu'on les mette ensemble, que ce soit Nicki Minaj, Cardi B. Après c'est Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, Lato. Tu vois, c'est toujours comme ça. Les femmes sont vraiment tout le temps mises en compétition. Et alors d'office que ça peut jouer dans l'amitié.
tu vois. Mais grave, et puis je pense que ça arrange vraiment le patriarcat, puisque c'est l'idée que les femmes doivent se disputer l'attention, et encore une fois, l'attention de qui? L'approbation de qui? L'approbation des hommes. Et souvent, même dans les médias, dans les films, dans les séries, l'amitié entre femmes, elle est toujours entachée soit par un homme qui débarque et qui chamboule tout, et voilà, soit par aussi le cliché de la jalousie, de la compétition. Il n'y a jamais dans les films et tout des amitiés qui se passent bien entre femmes, j'ai l'impression. Et voilà, il y a cette amitié entre femmes qui apparaît impossible. Et quand c'est pas le cas, il y a aussi le fait qu'on les soupçonne d'être amoureuses l'une de l'autre, ou alors qu'il y a une des personnes qui est amoureuse. Et j'avais vu justement plein de rumeurs autour de Jordyn et de Kylie Jenner, comme quoi elles seraient amoureuses l'une de l'autre, mais qu'elles vont jamais faire leur coming out. Je sais pas si t'as vu. Oui, j'ai vu. En plus, elles ont fait elles ont fait un mariage pour célébrer leur amour et leur amitié. Et je pense que ça a aussi joué sur ça. Okay. Je pense que les gens, comme t'as dit, ont du mal à croire à une amitié profonde, inintéressée. Tu vois, même ils disent oui, elle est avec Kylie pour son argent, Kylie pour ci, Kylie pour ça, alors que quand elles ont connu, elles avaient 15 ans, tu vois. Kylie avait pas de lèvres, pas de lip kit à vendre, tu vois. Elle avait pas de lèvres et pas de millions. Voilà, elle avait pas rien, mais voilà quoi. Ouais, c'est comme si c'était douteux, tu vois. Tout se passe bien entre deux femmes, c'est étrange, il doit y avoir un anguille sous roche. Et même quand c'est pas entre deux femmes, justement, l'amitié avec des personnes de genre opposé, c'est non seulement pas valorisé, mais en plus c'est aussi décrédibilisé. Il y a toujours des soupçons aussi, genre comme si c'est l'idée que l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas, et qu'il y a forcément une des deux personnes qui voudrait quelque chose de plus, quoi. Et ça, pareil, dans les médias, dans les films, c'est un cliché qui est vachement véhiculé. Je sais pas si t'as vu le film When Harry Met Sally en 89, c'est un film culte. Et justement, toute la question du film, c'est est-ce que les hommes et les femmes hétéros peuvent être amis, proches, sans que justement leur amitié se transforme en amour. Et il y a plein de séries qui transforment justement les amitiés en relations amoureuses, donc dans Friends, dans The Office, enfin c'est vraiment un truc qui revient tout le temps, quoi. Et je pense que ça participe aussi à ce cliché-là, quoi. On a l'impression que soit l'homme, soit la femme, surtout l'homme, dans les relations, veut quelque chose, quoi. Ou alors ils disent que ça peut marcher si maintenant tous les deux se trouvent très moches et qu'ils ont rien en commun, tu vois. Ouais, mais justement, je pense que ce cliché-là, je sais pas comment dire. Ce cliché-là, c'est justement, ça naît du cliché un peu sexiste, que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents et qu'ils ont rien en commun. Que du coup, il pourrait pas y avoir d'amitié au-delà, il pourrait pas y avoir de relation au-delà du sexe ou du romantisme, parce que les hommes et les femmes seraient trop différents. Mais c'est faux. Et l'amitié entre hommes et femmes peut vraiment exister, quoi. Bref, voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire, vive l'amitié. Et comme tu le disais tout à l'heure, je trouve aussi que dans l'amitié, il y a moins d'attentes. On fait moins semblant, surtout au début. Et puis potentiellement, il y a moins de jalousie, moins de possessivité, même si pas toujours. Parce qu'en amour, on est vachement conditionné justement à ce qui est de la possessivité, de la jalousie, des insécurités. Et aussi, c'est plus durable. Donc vive l'amitié. L'amour, le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. En parlant de moins d'attentes et de moins de faux semblants, j'ai envie de te parler du summer love. Parce que, on a parlé d'amitié, donc maintenant j'aimerais parler d'amour et d'amour ensoleillé. Parce que j'aimerais vous dire que c'est vraiment très important et que tout le monde devrait vivre au moins une fois un summer love dans sa vie. Donc si vous êtes marié, divorcé, vivez votre summer love et revenez parce que c'est trop important. Est-ce que tu as déjà eu un summer love? J'en ai déjà eu plusieurs, ma chère Kumbis. Est-ce que tu peux me parler de ton summer love le plus intense et le plus important? Le plus intense. Waouh, tu me prends de court. Non, le seul dont je me souviens, c'est pas forcément le plus intense ou le plus important, mais c'était mon premier. Je pense que j'avais 13 ans, un truc comme ça, et j'étais en vacances avec ma famille au Maroc. Et j'étais tombée amoureuse d'un mec. Et je lui avais inventé un prénom parce que je savais pas comment il s'appelait. Tu lui as jamais parlé? Je lui parlais vite fait, mais je pense vraiment que d'un point de vue extérieur, c'était ridicule. Je pense que j'étais vraiment dans un coin en train de le regarder de manière très creepy. Je me souviens que j'allais aux endroits où je savais qu'il allait être, tu sais, dans l'hôtel. Et c'était plus un summer love à sens unique, parce que on se parlait, mais c'était plus de l'amitié, je pense. Mais ça m'avait fait du bien. Et du coup, je me souviens, cet été-là est vraiment teinté de ce truc-là, quoi. Pourquoi ce summer love-là et t'as plus marqué que les autres?
Je pense que c'est juste parce que c'est le premier. Ouais. Et je sais pas, il y a un truc hyper nostalgique, tu sais, quand j'y repense, et je sais pas, comme c'est éphémère, Ouais. c'est l'été, tu sais pas si tu vas revoir la personne. T'as moins de stress. Et, ouais, puis il y a un truc un peu magique. Ouais. D'ailleurs, moi, mes Summer Love, ils m'ont permis de fréquenter des hommes avec lesquels je n'imaginais pas dans une relation, encore moins dans une relation durable, comme des dealers, des millionnaires qui prenaient de la coke, des hommes plus jeunes, parce que la beauté d'un Summer Love, c'est avant tout le fait que ce soit bref et intense, et on sait tous les deux que ça va pas durer, tu vois. Et donc, quand on sait que ça va pas durer, on sait qu'on n'a pas, on a moins d'attente, tu vois. On n'a pas de loyer à payer, on n'a pas un prêt. De loyer directement. Ouais, on n'a pas de loyer direct. Oui. En même temps, genre, tu vois, dans le Summer Love, ce qui est bien, c'est qu'on a aucune attache, toi et moi, tu vois. On n'a pas de garderie, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de prêt hypothécaire à payer sur 10 ans, tout ça, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça la beauté du Summer Love, c'est le fait que, comme on dit en amitié, quand on n'a pas d'attente, on est vraiment soi-même et on vit un amour léger et passionnel. Ça veut pas dire que les autres amours sont moins bien, mais je pense que c'est un amour où tu veux vraiment être aimé à 100%, tu vois. Okay. Et donc, moi, je pense qu'il faut vivre le Summer Love. Et d'ailleurs, il y a une journaliste de Love Post qui nous a donné quelques trucs importants qu'elle a appris pendant son Summer Love, et ça me parle beaucoup, tu me dis si ça parle de toi aussi. Okay. Elle a dit qu'en Summer Love, on peut s'arrêter sur le physique. Tu vois que souvent, dans une relation amoureuse, on te dit quoi? C'est pas le physique qui compte. Parce que tu construis pas une maison avec un beau gosse. Faut qu'il ait un peu de muscle, un peu d'intelligence, un peu de ci, un peu de ça, qu'il soit un peu maçon, Bob the Bar, tu vois. Mais en amour de Summer, on s'en fout. Si tu veux coucher avec un mec juste parce qu'il est sexy, fais-le. T'es d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord, mais en fait, c'est un peu comme un coup d'un soir, quoi. Ouais. Non, ça peut être 2 semaines. Oui, mais je veux dire, c'est le même principe. Ah oui, c'est vraiment le principe de s'arrêter sur le physique. Ouais, mais est-ce que c'est un coup d'un soir, t'as le temps de construire un truc intense, et tu vois? Non, c'est un coup d'un soir prolongé tout l'été. C'est vraiment ça. Et elle dit qu'en parlant de coup d'un soir, c'est le sexe. Et elle dit qu'il faut bien savoir que dans un Summer Love, un sexe génial ne veut pas dire un amour génial. Alors que souvent, on se dit que le sexe peut te faire tomber amoureuse, mais là, il faut vraiment le distancier. Mais du coup, ça voudrait dire que c'est forcément éphémère, un Summer Love pour toi? Ouais, sinon c'est pas un Summer Love. Sinon ça peut être le début d'une relation, tu vois. Mais Summer Love, pour moi, c'est 2 semaines, 1 mois max. Et quand tu pars, tu le bloques de WhatsApp, tu vois. Tu le bloques carrément. Oui, il n'y a pas le temps. Et d'ailleurs, les Summer Love sont très intéressants pour remettre le couvert avec son ex. Imagine, toi, t'as une ex ou un ex, vous allez à Marrakech, par hasard, vous retrouvez, ben là, profitez. Tu vois, parce que ça engage à rien. Oui, mais qui garantit qu'après l'été, c'est vraiment les liens émotionnels sont coupés? Mais il ne faut pas qu'il y ait des liens émotionnels. Oui, mais t'es mignonne, toi. Mais non, mais c'est comme les Summer Love, c'est comme un film, tu vois. Tu regardes, t'es au cinéma, tu regardes un film 1h50, t'as kiffé le film, après tu sors avec tes popcorn. Je suis d'accord, mais en pratique, est-ce que c'est aussi simple que ça de couper, surtout si c'est avec mon ex? Moi, c'est très facile. D'accord, bah, I wish I was you. Ah ouais, mais c'est pas ton ex qui t'a brisé le cœur pendant 10 ans, là, tu vois, dès que t'entends une chanson Céline Dion, t'as très malo, tu penses à lui, non, tu vois, pas ça. On a dit quelque chose de facile, tu vois, un ex que tu vois, que tu te dis, qu'est-ce que tu deviens? Tu connais toujours Antoine, là? Oui, je connais toujours. Voilà, tu vois, comme ça. Pas l'ex que quand tu parles, dès que son nom t'entend, tu sursautes. Non, c'est pas ça. D'accord. Non. Entendu. Sinon, j'ai l'impression d'être en thérapie. Et aussi, il a donné le truc qu'elle dit que si votre béguin et votre Summer Love est un connard et un poisson visqueux, relancez-le à la mer et continuez à pêcher. Parce qu'en fait, voilà, là, si vous voulez coucher avec quelqu'un qui est opposé à vous, faites-le pendant un Summer Love, tu vois. Si tu veux coucher avec un mec de droite, fais-le en été. Non, merci. Alors vraiment, un mec, non, et de droite, encore moins. Okay. Une femme de droite? Non, merci, mais je peux pas. Non, mais imagine, là, t'es à l'île de Ré, tu rencontres une femme hyper cool. Et tu te rends compte qu'elle est de droite, mais tu sais qu'elle doit avoir qu'une semaine. Mais moi, ça me bloque. Ouais, mais pas de droite raciste, de droite genre en mode libéral. Je peux pas. Ok. Et toi, tu pourrais? Moi, franchement, si c'est pour 10 jours, tu peux voter. Non, pas genre, tu vas pas voter plus que le centre, c'est ce que je veux dire. Mais du coup, elle est pas de droite. Non, mais pour moi, ceux qui votent Macron sont de droite déjà. Donc, clairement. Dire, donc voilà. Maintenant, tu vas aller au restaurant, une soirée avec une meuf que tu trouves sexy, mais qui est pas de droite, mais qui est pas self-aware. C'est ce que je veux dire? En mode, qui dit, ouais, mais je comprends pas pourquoi il y a aussi des trucs, tu vois. À une période de ma vie, peut-être, mais maintenant, j'ai vraiment la flemme. Non, c'est pas engagé, c'est juste. Non, quand tu es engagé, c'est pas engagé, genre trop engagé, toi, genre sur tes émotions et aussi ce que t'attends de l'amour, tu vois.
pas forcément ce que j'attends de l'amour, mais je pense que ça me demande beaucoup trop d'énergie d'écouter ce genre de discours qui est complètement opposé. Mais tu ne parles pas, c'est ça qui est bien avec Summer Love. Obligé de parler un moment. Mais non, mais vous parlez de tout et de rien, tu vois. C'est comme quand t'es avec tes collègues. Dans un pot de départ, est-ce que tu parles? Non. Vous parlez de qu'est-ce que truc, ah oui, ah ouais, les enfants, ah oui, tu vois. C'est pas des discussions, tu vois. Ok. Tu vois, donc pour moi, Summer Love, faut que ce soit léger. Pas de discussion plus de 5 phrases d'affilée, tu vois. Ok, mais du coup, tu sais pas si la personne est de droite, si tu parles que de la pluie et du beau temps. Non, mais imagine, là, tout d'un coup, il y a un truc qui passe et tu te dis, ah oui, l'affaire, par exemple, imaginons, non pas même Naël, c'est trop délicat. Même moi, je me lève de table, sexy ou pas, mais si non, et on parle, imagine de la fraude fiscale et qu'il a un discours un peu bizarre, tu laisses tomber, tu vois. Bah, moi, je m'en vais. Et non, c'est un Summer Love. Tu dois rester profiter. Mais laisse-moi tranquille, Kumbis. Non, partir, tu restes profiter. Et après, tu lui dis, écoute, je te bloque. Là, t'es un con. En plus, une conne était de droite. Tu sais ce que je veux dire? Bon, là, tu laisses profiter. Je tiens à préciser que coach Kumbis est assez autoritaire. Donc, je termine sur, s'il vous plaît, tant que le love est consentant et protégé, vivez votre Summer Love à fond, même si la personne n'est pas votre personne idéale. Ok, d'accord. Voilà. Et aussi, tu peux faire un Summer Love sans sexe. Hein. Tout à fait. Ouais. En tout cas, tu ne payes pas le Summer Love, je veux dire, en mode, faut quand même qu'on te paye tout, sinon ça sert à rien. Ok, d'accord. Donc, ça, tu te mets en couple. J'ai pris des notes. Merci, quoi. Voilà. C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco Intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour vous dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un livre. Un livre qui s'appelle « Cette blessure est un territoire »,« This wound is a world » en anglais, de Billy Ray Belcourt. Alors je l'ai acheté en anglais, en version anglaise, à une librairie à Berlin qui s'appelle She Said. Je vous la recommande chaudement si vous êtes de passage là-bas. C'est une librairie féministe engagée où il y a que des livres très cool. Si vous pouvez acheter ce livre, s'il vous intéresse, achetez-le en anglais si vous comprenez bien l'anglais, car c'est plus fidèle à la langue du coup originale du poète. Et donc ce livre qui s'appelle « Cette blessure est un territoire », c'est un recueil de poésie de Billy Ray Belcourt, qui est un poète natif canadien de la nation Cree. Et le livre, en fait, il parle de plein de thèmes différents, mais notamment d'identité, d'homosexualité et en fait de son expérience en tant que personne indigène à l'intersectionnalité entre plein d'identités marginalisées différentes. Et ça nous plonge vraiment dans plein de trucs, et notamment dans les complexités de l'amour, du désir, quand on est queer et quand on est une personne racisée. Et ça parle de perte, ça parle de beaucoup de colonialisme, de traumatisme aussi intergénérationnel, donc tous les traumas qu'on récupère en fait de nos ancêtres, de nos parents, etc. Et ça parle de lutte pour s'accepter soi-même et s'exprimer. Et je trouve ça vraiment très, 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 très touchant. Il y a plein de textes en fait qui font référence notamment à la perte d'identité et au fait que quand on est une personne racisée, quand on est une personne native américaine, notre corps ne nous appartient pas vraiment. Surtout aussi quand on est queer. En fait, notre corps appartient à une histoire souvent douloureuse. Notre corps appartient à l'État, au gouvernement qui souvent fait passer des lois racistes. Notre corps appartient aux racistes, justement, appartient aux fétichistes. Et je trouve qu'il le montre de manière hyper touchante en parlant justement, en utilisant le terme unbodied, donc c'est-à-dire comme si tu étais désincarné de ton propre corps. Voilà, il y a des images hyper puissantes, parfois assez absurdes, et c'est pas que triste, c'est très drôle. Il y a un langage qui est à la fois hyper poétique, mais aussi hyper familier. Et voilà, il y a des passages très drôles avec, par exemple, des listes qui ressemblent un petit peu aux listes que je peux faire ou qu'on peut tous faire dans notre iPhone, tu sais, dans nos notes. Parfois, tu as des trucs un peu honteux où tu notes un petit peu tout ce qui te passe par la tête. En fait, il en a fait des poèmes et tu as juste des listes avec des pensées comme ça qui lui passent par la tête. Et je sais pas, moi, j'aime bien ça. Ça change un petit peu de la poésie un peu classique. Et il y a un poème que j'aime particulièrement qui s'appelle Native 2. Je connais pas le titre en français, mais en gros, c'est un poème où il parle de l'amour entre personnes
personnes racisées, où il explique les premières fois où il a couché avec des personnes qui lui ressemblaient, donc des personnes natives américaines. Et il disait que ça lui permettait de guérir, parce qu'il a souvent couché avec des personnes qui le fétichisaient, qui le sexualisaient parce qu'il était natif américain. Et que le fait de coucher avec des personnes qui lui ressemblaient, qui le comprenaient et qui traversaient les mêmes choses que lui, ça l'avait aidé à guérir. Et c'est vraiment un poème que j'aime beaucoup. Et tout au long du livre, en fait, il y a plein de métaphores, plein de symboles, et je trouve que ça donne vachement de couleur au texte. Il y a beaucoup de détails sensoriels où on a l'impression vraiment que ces poèmes sont tangibles, et donc c'est hyper immersif, donc c'est très facile à lire, c'est très court aussi, donc c'est très accessible aussi, que ce soit en anglais ou en français, si vous comprenez l'anglais. Et voilà, donc ça parle vraiment de toute la complexité, de tous les défis qu'on peut avoir quand on navigue entre plusieurs identités marginalisées. Voilà, c'est des poèmes qui sont queer, qui sont décoloniales, qui parlent de normes sexuelles, raciales. Et voilà, donc je vous recommande chaudement. This Wound is a World a reçu le Canadian Griffin Poetry Prize en 2018, le Robert Crouch City of Edmonton Book Prize en 2018 aussi, et puis un prix qui s'appelle Indigenous Voices Award en 2018. Donc voilà, je vous recommande. Je ne sais pas où vous pouvez vous le procurer en France. Vous pouvez peut-être le commander sur Internet. C'est la fin de cet épisode. Déjà, c'était rapide. Ouais. Ça passe vite à tes côtés, Kumbis. Voilà, donc passez du temps avec vos amis, avec vos proches qui vous sont chers. Privilégiez l'amitié si ça vous dit. Lisez ou écrivez de la poésie pour exorciser vos peines. Jetez des tomates à Benjamin Mendy et à toutes les personnes qui le soutiennent. Accordez-vous un amour d'été, comme Kumbis nous l'a scandé. Summer love. Summer love, parce que vous le méritez et que ça fait du bien parfois. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Bisous. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Audrey Coupé de Kermadec et Kumbis Oploï. Produite par Julien Neuville. Montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace. Directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice artistique Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Directrice commerciale Emmanuel Fortunato. Chargée de production Cassandra de Carvalho.